unité. Et même si je suis, comme vous tous, profondément républicain, nous pourrions peut-être nous inspirer de sa démarche. Et c'est donc en tout cas dans un même esprit d'apaisement, dans une même ambition de rassemblement que je veux inscrire mon propos. Oui, nous avons besoin, sur le sujet qui nous réunit, d'unité et de dépasser les postures et les clivages. Vous retrouvez, disais-je, car nous nous sommes beaucoup vus. Je vous ai rencontré, Monsieur le Président, cher Claudie, dès ma nomination comme Premier ministre. La semaine dernière encore, j'ai reçu une délégation de présidents de conseils généraux pour parler du pacte de confiance et de responsabilité conclu entre l'État et les départements en juillet 2013. J'y reviendrai. Nous avons aussi évoqué, bien sûr, la réforme territoriale. C'est dire si notre dialogue est permanent, il n'est pas toujours facile, je le comprends, mais je me félicite de ce dialogue et très sincèrement, à l'occasion de ce congrès, parce que nous nous connaissons depuis longtemps, je voulais vous rendre hommage et vous remercier. Et vous êtes pleinement dans votre rôle et les applaudissements qui ont marqué la fin de votre discours en sont une belle démonstration. Vous êtes un homme bien, vous êtes un homme de dialogue et en même temps de conviction, et vous avez toujours défendu avec beaucoup de force le rôle et l'avenir des départements. Rencontrer, dialoguer, écouter, c'est ma méthode. Et depuis quelques mois, j'ai écouté, ça c'est M. Sauvadet qui m'interpelle à l'Assemblée en général, mais je vois qu'il a envie de m'interpeller ici. J'ai écouté et échangé avec les parlementaires, les associations d'élus, les élus des départements, des communes, des agglomérations et des régions. Et je me suis rendu, et je voulais le faire, à tous les congrès des associations d'élus. Et je me rendrai à la fin du mois, bien sûr, c'est la tradition, à celui des maires de France. Et en écoutant, on change forcément d'opinion. Non pas sur l'idée d'une réforme, en tout cas sur ses modalités et sur sa réalité. Et j'ai aussi voulu livrer, vous le savez, mes convictions sur la réforme territoriale le 28 octobre dernier devant le Sénat. C'est important de le faire devant le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, et je l'ai fait à l'invitation du président Gérard Larcher. J'ai ainsi redit, parce que c'était utile, c'était indispensable, le sens et la cohérence de la réforme engagée à l'initiative du président de la République. Il y avait, et c'était légitime, un besoin de clarification, mais aussi, et je le fais devant vous, la nécessité de rassurer les élus départementaux. Moi, je comprends parfaitement vos interrogations, vos doutes, vos interrogations, vos colères, car nous avons en effet hésité nous-mêmes sur la méthode de la réforme et de son contenu depuis 2012. Claudie Le Breton avait raison d'évoquer le débat entre décentralisation et clarification. Et je vais vous parler aussi franchement que je l'ai fait devant les sénateurs ou à d'autres occasions. Cette grande réforme sur les collectivités, sur la décentralisation, une nouvelle étape de la décentralisation, ou sur une clarification des compétences, oui, vous avez parfaitement raison. Elle aurait dû être menée dès 2012. Pourquoi ne l'a pas été ainsi? C'est parce que la formation majoritaire gouverne pratiquement toutes les régions, 2/3 des départements et la plupart des grandes métropoles. Et donc les contradictions que l'on retrouve dans le débat sur la décentralisation, elles étaient au sein même de la formation majoritaire. C'est sans doute cela qui a empêché que, pendant la campagne présidentielle et après, il y ait un projet clair, net, qui soit proposé aux Français. Mais moi, pour le moment, je ne vois pas de projet alternatif. Et d'ailleurs,
Il y a eu de grandes étapes de la décentralisation. Vous les avez rappelées, je les avais évoquées à l'occasion de mon intervention au Sénat. La grande étape de 82, grâce à l'engagement de François Mitterrand, Pierre Mauroy et Gaston Defferre. Les étapes importantes que nous devons à Pierre Joxe ou Jean-Pierre Chevènement sur l'intercommunalité. Et puis l'étape importante, voulue par Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, inscrivant même l'idée de la décentralisation dans la Constitution. Mais il y a eu ensuite beaucoup de débats, des rapports, je pense notamment aux propositions formulées par Jean-Pierre Raffarin et Yves Cratinger. Il y avait une cohérence sur le rôle de la région et des départements. Mais à part le conseiller territorial, il n'y a pas eu de réforme forte, car on voit bien qu'on est à un croisement des chemins et un débat qui est compliqué et que je vais essayer, en tout cas, à ma place, de clarifier, et dans lequel l'État doit aussi jouer pleinement son rôle de réforme de son organisation territoriale. Ce que je crois avec conviction, avec ces hésitations, ces annonces, qui ont évidemment beaucoup troublé, dans un contexte de crise économique, de difficultés financières pour les départements, qui viennent depuis longtemps, c'est qu'il faut clarifier. Et je crois que désormais, ce mouvement, on le connaît. D'ici à 2020, et surtout après 2020 ou 2021, si je tiens compte des modifications apportées par le Sénat, le paysage territorial aura évolué. Les régions se seront appropriées leurs nouvelles compétences. Les intercommunalités structureront plus encore qu'aujourd'hui les territoires. Alors, le cadre départemental pourra évoluer. Et ce que je propose, c'est que nous le fassions sereinement, par étapes, sans brutalité, à l'écoute. On ne peut pas me demander d'être à l'écoute et de ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, grâce à cette écoute, il y a un changement d'état d'esprit et une autre méthode. Ou alors le débat, fût-ce la confrontation, ne sert à rien. Et de ce point de vue-là, je vais vous le dire très clairement. Je souhaite, je ne sais pas si nous y arriverons, mais ça ne dépend pas que de moi. Et ça ne dépend pas que de la majorité, ça dépend de tous. Nous arrivions sur la loi NOTRe à un accord, en tout cas sur les grands éléments, entre le Sénat, qui abordera d'abord cette question, l'Assemblée nationale ensuite, qui a bien sûr le dernier mot, mais qui doit tenir compte de ce que dira le Sénat, et le gouvernement. Et moi, je souhaite que nous puissions arriver à ce consensus, parce que, notamment pour ce qui concerne les lois de décentralisation ou les lois de clarification, il faut du consensus. Les grandes lois de décentralisation, en 82, ont été combattues par ceux qui aujourd'hui les défendent le plus. Parce qu'elles sont rentrées dans les mœurs, parce qu'elles ont changé en profondeur notre pays, parce qu'elles ont rendu les territoires plus forts, parce qu'aujourd'hui, les Français veulent vivre d'abord dans ces territoires. Et donc, si nous voulons que ces lois-là ne soient pas défaites demain ou après-demain par une autre majorité, ou par je ne sais quelle telle ou telle circonstance, il faut arriver à un consensus. Sinon, il y aura une instabilité. Et cette instabilité, elle nuit au territoire. Et donc, c'est pour ça qu'il était important pour moi de venir à votre rencontre ici pour votre congrès. Et cela afin de vous faire part d'un message de confiance pour l'année 2015. Une année qui sera celle de rendez-vous importants. Le premier d'entre eux, c'est le grand moment démocratique des 22 et 29 mars. Pour la première fois, l'ensemble des conseillers départementaux seront désignés en même temps. On dit que c'est un risque pour le gouvernement, pour la majorité. Ben oui, mais pour la première fois, c'est ainsi. Ils seront tous désignés en même temps. Et pour la première fois, je sais que ça fait débat, gardez vos applaudissements, le résultat sera paritaire grâce au binôme d'une femme et d'un homme élus dans chaque canton. Aujourd'hui, les femmes ne représentent que 13,5% des conseillers généraux. Et dans 3 départements, l'Assemblée reste même exclusivement masculine. Et ce n'était plus acceptable dans une démocratie moderne. Je sais que ce mode de scrutin n'a pas été inventé par le gouvernement.
fait parfois encore débat. Mais sur la parité, comme sur le non-cumul des mandats, nous devions répondre aux attentes des Français. Ces évolutions démocratiques étaient indispensables. Elles viennent transformer profondément les pratiques politiques et je suis convaincu que personne ne reviendra en arrière sur ces réformes. En 2015 toujours, se poursuivra le débat sur la réforme territoriale, je vous le disais, avec l'examen du projet de loi sur les compétences des collectivités, porté par Marie-Lise Lebranchu et André Valigny. Clarifier les compétences implique de préciser le rôle de chacune des collectivités territoriales. Clarifier les compétences, c'est clarifier les financements. C'est aussi bénéficier de services publics plus efficaces et plus efficients. C'est enfin dire qui est responsable de quoi. Parce qu'il y a une crise de la représentation, elle est due à beaucoup d'autres éléments, cette crise de confiance et d'identité que nous traversons. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une crise de confiance à l'égard de la vie politique en général, mais qu'elle se répercute désormais au plan local. L'abstention aux élections locales est une réalité. Nous l'avons constaté d'ailleurs, si on est honnête, depuis les élections municipales de 2001, et elle s'approfondit. Et ça n'est pas dû à telle ou telle annonce d'il y a 6 mois. C'est une crise plus profonde. Et la clarification des compétences n'y répondra pas totalement. Je ne suis pas naïf, mais c'est un des éléments. Car nos concitoyens, c'est un changement majeur de ces dernières années, sont très attentifs à la question de la gestion des deniers publics. Les régions doivent ainsi devenir les collectivités en charge des stratégies de développement et de l'attractivité des territoires. Le Sénat vient de débattre du projet de regroupement des régions et avant la fin de l'année, la nouvelle carte définitive sera adoptée. Les élections régionales qui se tiendront fin 2015 permettront aux nouvelles régions d'être pleinement effectives au 1er janvier 2016. Et nous allons déjà engager très vite, j'espère en signer de nombreux, la nouvelle génération de contrats de plan qui sera utile pour nos territoires et je suis sûr que nous répondrons, dans la plupart des cas, à l'attente des élus. Près de 12 milliards d'euros engagés sur cette nouvelle génération pour les transports, pour l'université et la recherche, pour l'emploi. Les communes et les intercommunalités assureront quant à elles l'ensemble des compétences de proximité. Par conséquent, entre ces grandes régions stratèges et le couple et le bloc commune-intercommunalité qui évolue, il faudra tenir compte de la réalité, bien sûr, des territoires. Et j'ai dit au Sénat combien il faudrait de la souplesse, notamment pour ce qui concerne le seuil des 20 000 habitants pour les territoires de montagne, en tenant compte aussi de la densité. Mais par conséquent, entre ces grandes régions stratèges et ce bloc communal intercommunal, il faudra des échelons intermédiaires. Il faut un échelon intermédiaire pour assurer les solidarités humaines et territoriales. Je l'ai dit devant le Sénat, le rôle des départements en matière de protection des populations les plus fragiles et de soutien aux communes est indispensable. C'est pourquoi, dans le cadre du débat parlementaire, je pense que le département pourrait être conforté sur ses compétences. Je pense par exemple à l'ingénierie territoriale ou à l'accès des citoyens aux services au public. Ce sera aussi le cas dans le domaine social, avec la poursuite de l'examen du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement. J'y reviendrai. Mais l'année 2015 devra être aussi et surtout une année de mobilisation au service des Français. Vous l'avez dit, Monsieur le Président. Car enfin, ce qui compte pour nos concitoyens, ce ne sont pas des débats entre élus, même s'ils sont importants. Moi-même élu, toujours conseiller municipal, et je connais la beauté, la mission, l'exigence de ce mandat. Ce n'est pas uniquement un débat entre les élus et le gouvernement. C'est un débat qui doit d'abord intéresser les Français. Et donc ce qui compte pour nos concitoyens, ce sont les services publics et les politiques publiques et leur efficacité. Dès octobre 2012, une déclaration commune État-département a été signée à l'Élysée. Elle se fondait sur une conviction. Le redressement de notre pays nécessite la mobilisation de l'ensemble des acteurs, publics et privés, de l'ensemble des collectivités, quelle que soit leur taille. Et moi, je pense qu'on ne fait pas assez dans ce domaine-là.
et que l'ensemble des politiques publiques, sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'apprentissage, sur le plan de l'éducation, des politiques environnementales, de la politique vers le monde agricole, ne mobilisent pas assez l'État et les collectivités territoriales ensemble. J'ai proposé un rendez-vous d'ailleurs régulier aux régions, comme cela existe dans d'autres pays. Nous ne sommes pas une république fédérale et nous ne le deviendrons pas. Nous sommes une république décentralisée, une et indivisible, mais décentralisée. Et donc il faut qu'avec les régions, les départements, les métropoles, nous arrivions à avoir des rendez-vous plus réguliers pour bâtir ce pacte. Depuis cette déclaration commune, cependant, les départements sont au rendez-vous pour le développement de nouvelles solidarités. Les départements jouent un rôle essentiel également pour soutenir le dynamisme de leur territoire, d'abord par leurs investissements publics, plus de 10 milliards d'euros chaque année, mais aussi en soutenant les projets de développement et d'équipement portés par les communes et les intercommunalités, par exemple dans le domaine du sport, de la culture, du tourisme. Et quand on parle de la compétence tourisme, je vois dans des régions, je n'en citerai aucune, des départements qui ont des positions différentes sur cette compétence. Comme vous le disiez, chère Claudie, les départements ont été pionniers, c'est un élément important, et vous avez eu raison de le rappeler, dans le développement du numérique, qui est la grande révolution d'aujourd'hui et de demain, qu'il s'agisse des infrastructures ou des usages. Le gouvernement a d'ailleurs lancé avec les collectivités locales, et tout particulièrement les départements, un programme d'infrastructures de très grande ampleur, le plan très haut débit, qui permettra de couvrir l'ensemble du territoire d'ici à 2022. L'État y consacrera plus de 3 milliards d'euros. Et c'est un exemple de coopération réussie. Je veux bien qu'on dise tout ce qui va mal. Je veux aussi souligner, en tout cas c'est mon rôle, ce qui va plutôt dans le bon sens, entre les départements, l'État et le secteur privé. Secteur privé qui doit être au rendez-vous, et notamment pour les territoires, les départements, où la fracture numérique est une réalité. Et les industriels ne doivent pas forcément commencer là où ça rapporte le plus tout de suite. Dans les métropoles, doivent commencer là où il y a l'attente la plus importante, et j'y veille. Et vous, vous y veillez, je le sais. Votre dynamisme dans ce domaine a été donc remarquable. Alors que le plan a été lancé au printemps 2013, on comptait un an après 56 dossiers impliquant 68 départements. Le numérique, c'est la grande priorité. Pour le dynamisme de son économie, bien sûr, mais aussi parce qu'il abolit les distances, il connecte les habitants entre eux, et ce que l'on dit moins, il rapproche les populations du service public. Le numérique à l'école, dans les collèges, c'est un atout supplémentaire pour l'égalité des chances. Et le numérique, c'est donc aussi une réponse pour l'égalité des territoires et des citoyens, mais c'est aussi un levier pour la transformation de nos administrations, celles des collectivités comme celles de l'État. Devant le Sénat la semaine dernière, j'ai d'ailleurs voulu insister sur les fractures qui divisent notre pays et qui affaiblissent notre pacte social. Le président Delevoye, le géographe Gulli, évoque régulièrement ces questions. Vous les vivez. Moi, je crois à ce risque de dualité des territoires, avec d'un côté les territoires dynamiques qui réussissent, et de l'autre côté les territoires qui subissent la crise économique, se trouvent fragilisés par la mondialisation. C'est cette rupture que nous vivons dans les banlieues, mais encore davantage dans les territoires périurbains et dans les territoires ruraux, avec des régions fortes, des agglomérations et des métropoles dynamiques. Le risque, il est bien là. Bien sûr, ces régions fortes, et notamment les grandes métropoles, portent beaucoup pour le dynamisme de notre pays. Mais si nous ne nous occupons pas du reste, si la richesse est seulement concentrée sur un certain nombre de grands pôles métropolitains, il y a un risque majeur pour notre pays. Donc l'un des objectifs majeurs de la réforme territoriale, c'est de renforcer tous les territoires, c'est-à-dire de doter les plus dynamiques des compétences nécessaires pour leur essor économique, tout en veillant à ce que les territoires fragilisés aient toutes les chances de développement. C'est facile à dire, pas facile à faire. En clair, l'enjeu est d'inventer de nouvelles solidarités territoriales, car la fracture numérique, le mal-vivre dans un certain nombre de territoires périurbains ou ruraux, le fait que tout cela se traduit par l'abstention, le rejet ou le vote Front National, ça ne date pas d'il y a 6 mois, ça ne date pas d'il y a 2 ans. Je porte ce constat, tout simplement.
C'est cette réalité-là. Et s'il y a aujourd'hui cette crise d'identité dans le pays, c'est parce que dans les territoires, en tout cas dans un certain nombre d'entre eux, il y a ce mal-vivre. Les conseils généraux ont donc une responsabilité décisive, parce que le soutien aux communes fait partie du cœur des missions de vos collectivités, pour faire émerger et faire vivre des projets de territoire. Parce que vous apportez aux communes et aux intercommunalités des compétences et des services dont elles ne pourraient parfois pas bénéficier. Et même si demain, dans un certain nombre de départements, nous permettons le regroupement des intercommunalités, elles n'auront pas de toute façon la force pour porter un certain nombre de projets, en tout cas pas tout de suite. Et je pense notamment à l'expertise en matière d'ingénierie territoriale que les départements ont largement investi pour pallier le retrait, il faut bien le dire, depuis des années des services de l'État dans certains territoires. Car quand même, le retrait de l'État dans les territoires ne vient pas depuis 6 mois, il ne vient pas depuis 2 ans, il vient depuis longtemps. On a voulu, en France, à la fois faire la décentralisation et de l'autre côté maintenir un État fort. Ça n'est pas possible. Il faut un État fort, profondément républicain. Vous connaissez mon attachement à l'ordre républicain. Il y a de grandes fonctions qui sont celles de l'État, mais il y a trop de doublons. Vous disiez d'ailleurs, Monsieur le Président, que vous souhaiteriez d'autres transferts, mais il y aura d'autres transferts. Je l'ai dit au Sénat. Et dans certains domaines, il faudra des transferts, de nouveaux transferts de l'État vers les collectivités territoriales. Et nous aurons ce débat au mois de décembre et au mois de janvier au Parlement. Et l'État doit profondément se réformer, j'en dirai un mot. Mais vous êtes aussi en première ligne pour assurer un maillage des services publics, à la fois par vos propres services publics, comme les services sociaux, dont la proximité et la réactivité sont précieuses pour les Français, mais aussi pour ceux que vous contribuez à financer dans les communes et intercos. Je pense par exemple aux maisons de services au public, ou aux maisons de santé. Chaque fois que je me déplace, j'ai eu l'occasion de voir la qualité du travail qui peut être fait. Lutter contre les inégalités sociales et territoriales, c'est en premier lieu assurer un égal accès de tous aux services publics. C'est pourquoi j'attends beaucoup de la démarche engagée par la ministre Sylvia Pinel. L'élaboration conjointe État-Conseils généraux de schémas départements de services au public est une démarche intelligente, judicieuse. Et je propose donc de la consacrer par la loi. Les réponses aux fractures, nous les élaborons ensemble dans le cadre des assises des ruralités. Il faut regarder en face la diversité des situations. Nous devons faire émerger les solutions institutionnelles les mieux adaptées aux territoires ruraux. Nous devons aussi redonner de la cohérence aux politiques publiques, trop souvent morcelées face aux défis du monde rural. La couverture numérique, j'en ai parlé, les transports, la désertification médicale. J'ai lancé ces assises le 12 septembre à Fère-Champenoise dans la Marne. J'ai aussi largement évoqué la montagne et sa problématique à Chambéry, dans le cadre du congrès de l'ANEM. Les ateliers décentralisés, pilotés par des parlementaires, qui associent les associations d'élus, les acteurs de terrain, montrent déjà tout l'intérêt de cette démarche. Ces ateliers se poursuivent. Vendredi dernier, dans le Pas-de-Calais, sur les coopérations ville-campagne, et lundi, dans la Meuse, sur la mobilisation des ressources. Je crois que ceux d'entre vous qui ont participé peuvent témoigner de la richesse des débats. Et je souhaite que la participation des présidents de conseils généraux et des élus soit la plus forte possible. Ce sera une garantie du succès de cette démarche, car qui mieux que vous connaît les besoins de vos territoires? Qui mieux que vous pour proposer des solutions innovantes et concrètes? Dès demain, je crois, l'atelier qui se tiendra dans l'Allier sur les services publics, en présence des présidents Patrice Joly, Jean-Paul Dufresne, Jean-Jacques Lozach et Jean-Pierre Saunier, sera un moment important. Vous avez porté l'initiative sur les nouvelles ruralités, qui démontrent que les territoires peuvent se saisir de leur destin, sortir des solutions convenues pour proposer une nouvelle approche des ruralités, pour réfléchir également au devenir de notre agriculture. Elle traverse un moment particulièrement difficile. Elle connaît une crise économique, sociale, mais aussi morale. Elle s'est exprimée hier avec des filières en difficulté, avec un problème industriel, avec l'embargo russe, les problèmes liés à la directive nitrate, aux besoins en eau des agriculteurs. Nous en parlions avec les parlementaires du département ce matin. Il faut y répondre et j'ai commencé à y répondre hier à l'Assemblée nationale. À l'issue des assises, et je participerai à celle au rendez-vous qui se tiendra en Haute-Pyrénées,
Je présiderai un comité interministériel à l'égalité des territoires. Nous ferons ainsi la synthèse de leurs conclusions afin de mobiliser les services de l'État. La réforme de l'État territorial, engagée par le ministre de l'Intérieur, poursuit elle aussi cet objectif. Un État qui s'adapte aux besoins des territoires et aux attentes des élus locaux. Nous devons réaffirmer la présence et le rôle de l'État. Ce n'est pas recentraliser, ce sont des fadaises. C'est rendre le rôle de l'État plus efficace, notamment dans les départements. La grande réforme de l'État régional a été menée au cours du quinquennat précédent. Elle a parfois éloigné les services de l'État de la proximité, là où les citoyens en ont plus besoin. Et moi, je souhaite qu'autour du préfet de département, je suis constant, c'est ce que j'ai dit comme ministre de l'Intérieur, les fonctions interministérielles soient davantage regroupées. Y compris, il y a des fonctions de l'État aujourd'hui, centrales, qui sont peu ou pas assurées au plan local, au plan départemental. Et c'est pourtant là où ce besoin de solidarité, de proximité, dans le cadre des missions de l'État, doit être assuré. Réforme territoriale, assise des ruralités et réforme de l'État poursuivent un objectif commun, permettre à chacun des territoires de trouver la forme d'organisation qui lui convient le mieux, car la diversité de notre pays, sans le défaire, appelle cependant des réponses spécifiques. Je veux saluer le travail, même si il correspond à une situation particulière, menée par le Conseil général du Rhône et la future métropole de Lyon, sous l'impulsion de Michel Mercier, Daniel Chuzéville et Gérard Collomb. La création de cette métropole doit permettre des simplifications dès le 1er janvier 2015 et des synergies importantes. Et ce type de réforme, nous devons être capables de la porter dans les grandes métropoles. C'est le cas bien sûr à Paris, c'est le cas aussi à Marseille. Dans d'autres départements, des initiatives voient aussi le jour, avec une meilleure coordination des intercommunalités et des rapprochements en cours entre conseils départementaux. Le président Guillaume le sait bien, entre l'Ardèche et la Drôme, mais aussi entre les deux Savoies. Et la France, elle n'est pas statique. Et je pense qu'on ira assez loin. Il y a même des amendements pour permettre aujourd'hui la fusion entre départements. Regardons cela. Faisons preuve d'intelligence collective. Laissons la place à l'initiative. Les élus des départements n'ont pas, je le sais, attendu le projet de loi sur les compétences pour proposer des évolutions. Dans la plateforme sur la réforme territoriale que vous avez adoptée en vue de ce congrès, l'ADF formule d'ailleurs de nombreuses propositions innovantes. Avançons, menons des expérimentations pour moderniser un échelon garant de la solidarité et de la cohésion territoriale. Nous avons 5 ou 6 ans pour préparer sereinement les évolutions, pour donner aux élus de nouvelles opportunités, pour adapter les organisations et la diversité des situations. Innovation et démocratie. Monsieur le Président, c'est le thème de votre congrès, et je partage ces mots, et je les reprends car ce sont aussi les objectifs que nous pouvons nous fixer pour l'avenir. Acteurs de la cohésion territoriale, les départements agissent aussi pleinement pour les politiques sociales. Je pense bien sûr à la protection de l'enfance, à la lutte contre la pauvreté et à l'insertion sociale. La crise, nous le disons tous, frappe durement notre pays et notamment les ménages, les familles les plus fragiles. Aujourd'hui, plus d'un Français sur 2 déclare avoir peur de basculer dans la précarité. C'est là que les départements ont un rôle incontournable de protection des populations. Pour cela, nous agissons. Dès décembre 2012, une conférence nationale a fixé les priorités, notamment à partir du travail effectué par un grand président de Conseil général, Michel Dinet, dont je veux saluer à mon tour la mémoire. Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, qui a fait suite à renouveler les politiques de solidarité. Il contient des mesures concrètes en matière de lutte contre la pauvreté. Nous ne pouvons plus tolérer que la pauvreté progresse dans notre pays depuis 2006. Ainsi, l'effort de solidarité envers les ménages les plus fragiles a été réaffirmé. Nous avons revalorisé de 10% sur 5 ans le revenu de solidarité active. Pas facile. Il y a d'ailleurs beaucoup de nos concitoyens qui pensent qu'on en fait trop pour les plus pauvres. Il y a ce débat que je n'aime pas, moi, sur l'assistanat, parce que c'est le mot solidarité, je préférais voir s'imposer dans le débat. Et pour les familles et enfants en situation de pauvreté, nous avons également revalorisé le complément familial
et l'allocation de soutien familial. Mais ce plan pluriannuel veut aussi mobiliser et placer face à leurs responsabilités l'ensemble des collectivités, des associations et des personnes concernées. Il ne réussira qu'avec la participation de tous. Et c'est au niveau départemental, en pleine cohérence avec le rôle des conseils généraux en matière d'action sociale, qui doit être décliné de manière opérationnelle. Des exemples très positifs doivent être signalés. Le gouvernement a encouragé Pôle emploi et les départements à mieux articuler leurs interventions sur les champs de l'emploi et du social. Ainsi, l'ADF, la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et Pôle emploi ont signé le 1er avril 2014 un protocole national afin de gagner en efficacité, notamment auprès des demandeurs d'emploi les plus fragilisés. Les départements se sont également investis pour développer les emplois d'avenir, notamment au sein du champ médico-social, du secteur associatif et de l'économie sociale et solidaire. Ce sont aujourd'hui, qui connaît ce chiffre, 155 000 jeunes qui ont été recrutés en emploi d'avenir depuis 2012. L'objectif fixé par le chef de l'État est donc atteint et même dépassé. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et je veux remercier l'ensemble des élus, des collectivités territoriales, des agents qui se mobilisent pour donner un avenir aux jeunes, notamment à ceux les plus éloignés du marché du travail. Et je veux citer un dernier exemple qui me tient à cœur, la garantie jeune. Expérimentée dans 10 départements, elle sera étendue prochainement à 10 autres départements d'ici la fin de l'année, puis à 50 en 2015. Elle a permis de renforcer le partenariat existant entre les services de l'État, les collectivités territoriales, les missions locales et les associations pour l'insertion des jeunes. L'objectif, c'est de mieux articuler et de mutualiser l'ensemble des dispositifs pour les jeunes décrocheurs et leur permettre de construire leur parcours professionnel. L'année 2015, je le disais au début de mon propos, sera également l'année du vote de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. L'évolution démographique, c'est l'un des enjeux les plus importants de notre société. Et les départements sont les piliers des politiques de solidarité entre les âges. C'est d'ailleurs, je le crois, une des compétences les plus identifiées, vous le savez, par la population. Le soutien aux personnes âgées et à leurs familles, l'aide administrative, mais aussi l'écoute et l'assistance au plus près des besoins. Et je veux, là aussi, saluer l'engagement et l'exemplarité de toutes celles et ceux qui contribuent à l'attention portée à nos aînés. C'est pourquoi, en élaborant cette grande loi sur le vieillissement, le gouvernement a souhaité une étroite collaboration avec l'ADF. Le principe fondamental de cette loi, c'est l'anticipation et la prévention de la perte d'autonomie. La création d'une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie évitera, car c'est un sujet, l'éparpillement des moyens. Elle sera présidée par le président du Conseil général. Cette conférence aura à sa disposition 140 millions d'euros pour développer les actions collectives de prévention et les aides techniques, comme la télédomotique, ces dispositifs pour gérer à distance l'électronique d'une maison, particulièrement utiles pour les personnes âgées. Les départements seront également amenés à piloter un nouveau forfait autonomie qui permettra de renforcer les actions de prévention réalisées par les résidences autonomie, les ex-logements foyers. La perte d'autonomie avec l'allongement de la durée de vie est souvent inévitable. Il faut donc avoir l'ambition d'y répondre le mieux possible dans le respect des volontés de la personne. La loi revalorisera donc le plafond de l'allocation personnalisée pour l'autonomie pour diminuer le reste à charge des personnes les plus lourdement dépendantes. Dans le domaine des solidarités, je n'oublie pas le sujet du handicap, dont Ségolène Neuville a la responsabilité au sein du gouvernement. Là encore, la société doit mieux prendre en compte la situation des personnes handicapées. C'est pour cela que la loi vieillissement a permis de créer le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, présidé là encore par le président du Conseil général. C'était une de vos demandes. Et c'est une belle idée que de vouloir assurer la participation commune des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration des politiques de l'autonomie. C'est aussi l'esprit des maisons départementales de l'autonomie que vous appeliez de vos vœux et qui pourront, sans se substituer à la personne morale de la MDPH, obtenir un label de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Concrètement, ces guichets uniques de l'autonomie existent déjà dans certains départements. Ils contribuent à décloisonner les secteurs du handicap et du vieillissement qui ont tant de problématiques en commun. Voilà des missions que je tenais à souligner et dont vous pouvez être fiers. Des missions, je l'ai dit, auxquelles contribuent des fonctionnaires et agents dans les départements dévoués, passionnés
qui contribuent chaque jour à redonner de l'espoir à ceux qui sont dans les difficultés. Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux, je salue votre engagement et votre dévouement au service des causes. Et je veux témoigner, même si je sais qu'il n'est pas là avec vous aujourd'hui, en ce moment, toute mon estime à votre collègue Thierry Carcenac. Je veux saluer son esprit de discernement, sa volonté d'apaisement, parce que l'apaisement, ce n'est pas le renoncement. C'est savoir tenir compte des circonstances. Elles étaient dramatiques, difficiles, et rechercher sans cesse l'intérêt général. Mais, ici, devant vous, je veux dire combien le sens de l'État, l'État de droit, l'ordre républicain, le respect des procédures engagées et le respect du choix des élus sont indispensables dans notre société. Sans le respect du choix des élus, sans le sens de l'État, des règles qui sont liées et sans ordre républicain, rien n'est possible. Et dans ces moments difficiles, je veux dire combien la démocratie représentative qui est la vôtre est pour moi un bien précieux qui doit être pleinement respecté. On ne peut pas mener des projets dans ce pays pour son progrès, pour son développement, en considérant qu'aujourd'hui, on peut les bloquer par la violence. Et donc, je serai, moi, toujours aux côtés des élus. Monsieur le Président, vous m'avez écrit avec 40 présidents de conseils généraux le 11 juillet dernier. Vous m'avez demandé que soit examinée la clause de revoyure du pacte de confiance et de responsabilité conclu en juillet 2013 entre l'État et les départements. Ce pacte intégrait de nombreuses mesures. Elles peuvent sembler très techniques, mais leurs conséquences sur les budgets sont très concrètes. D'une part, la création d'un fonds de compensation Périquet. L'État a ainsi transféré au profit des départements la totalité de la ressource fiscale qu'ils percevaient au titre des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela représente un montant de 841 millions d'euros en 2014, qui atteindra environ 870 millions d'euros en 2015. D'autre part, un relèvement pendant 2 ans du plafond des droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 4,5% permet aux départements de dégager des ressources supplémentaires. 90 départements ont utilisé cette possibilité. Enfin, la péréquation a été renforcée avec la création d'un fonds de solidarité sur les DMTO. Grâce à ces mesures, ce sont en 2014 1,6 milliard d'euros qui ont bénéficié aux départements. Monsieur le Président, vous aviez à l'époque qualifié cet accord entre l'État et les départements d'historique. Historique, car pour la première fois depuis 10 ans, un gouvernement se saisissait de l'évolution des prestations assurées par les départements. La première fois qu'un gouvernement entendait les départements et proposait des solutions dans un contexte budgétaire très contraint. Et je veux saluer, bien sûr, votre action sur ce sujet-là. Et avec d'autres présidents de conseils généraux, comme Patrick Kanner ou Michel Dinet, vous avez agi pour que cet accord aboutisse. Le pacte de confiance, c'est aussi la reconnaissance de la mission que conduisent, je le disais, les conseils généraux au service de la solidarité. Nous en avons établi ensemble un bilan. Ces objectifs ont été globalement atteints. Le reste à charge des allocations de solidarité a diminué, ainsi que les écarts de reste à charge entre départements. Mais je sais, regardons objectivement les choses, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, ce qui reste à faire. Et non, pas ces mots. Mais je sais les difficultés que connaissent les départements. Je sais que c'est difficile. C'est encore plus difficile, d'ailleurs, je le dis à chacun pour qu'il l'entende bien, d'être à la fois au gouvernement et puis localement dans cette majorité. C'est facile quand on est dans l'opposition, j'ai éprouvé ça. De critiquer. Oui, non, moi, en général, d'ailleurs, j'ai souvent eu une forme de cohérence, on me l'a suffisamment reproché. Mais comme il ne s'agit pas de parler de moi, mais plutôt de vous et de l'avenir des départements, c'est facile quand on est dans l'opposition de critiquer, surtout quand la situation est contrainte, de dire qu'il faut faire des économies, mais jamais pour soi. Et je le vois bien, c'est vrai pour les collectivités territoriales ou pour les chambres de commerce, même si sur ce dernier sujet, nous avançons. Mais je sais, et c'est là l'essentiel, les difficultés que connaissent les départements, qui s'expliquent notamment par une croissance particulièrement marquée du RSA, et dans cette période de crise. Chacun sait qu'il a à nouveau progressé de presque 10% en 2014.
Cette situation, et notamment celle d'une dizaine de départements, mérite toute notre attention particulière, car sinon il en va de l'avenir de ces conseils généraux. C'est pourquoi je propose de pérenniser l'intégralité de ces mesures. Concrètement, le taux plafond des DMTO sera dorénavant de 4,5%. Le fonds de solidarité sera reconduit pour les années à venir. Et je demande donc à Maryse Lebranchu, André Valigny et Christian Eckert de déposer les amendements en ce sens. Et je suis convaincu que les parlementaires sauront reconnaître que la situation financière des départements appelle ces soutiens pérennes. Je propose également, à la demande de l'ADF, d'introduire le critère du potentiel fiscal corrigé pour la répartition des concours versés par la CNSA. Ce critère du potentiel Ackermann, qui a pris le nom de son auteur, cher Yves, permettra de neutraliser les effets de la réforme de la taxe professionnelle. La décentralisation du RSA, au cas où on l'aurait oublié, date du 1er janvier 2004, pas du 1er janvier 2014 ou 2012, du 1er janvier 2004. Et quand on prend des décisions de ce type, ça vaut pour mon gouvernement, mais ça vaut aussi pour les gouvernements d'avant. Il mérite qu'on réfléchisse et surtout qu'on n'oublie pas qui l'a fait. Depuis cette décentralisation, le nombre de bénéficiaires et les montants versés au titre du RSA ont connu une forte progression, notamment depuis 2009, en raison de la dégradation de la situation économique, je l'ai dit. Contrairement à l'APA ou à la prestation de compensation du handicap, qui nécessite une évaluation sociale ou médico-sociale, les conseils généraux n'ont aucune marge de manœuvre sur cette prestation. Ces critères et ces montants sont définis au niveau national. Les synergies avec les compétences d'insertion des départements sont aujourd'hui ténues, car, et vous le savez bien, les départements ont parfois dû réduire leur budget d'insertion pour financer le RSA. Par ailleurs, nous devons rechercher une meilleure cohérence des minima sociaux pour les simplifier et faciliter l'accès aux droits des plus démunis. J'aurai l'occasion de m'exprimer bientôt sur ces questions. Mais je souhaite que soit réuni un groupe de travail afin de réfléchir aux évolutions du RSA socle, de son mode de gestion et de son articulation avec les autres allocations. Je sais le débat qu'il y a, notamment sur la recentralisation de ce sujet. En tout cas, je veux qu'on y travaille ensemble et vite, parce que c'est une demande que vous avez formulée et bien sûr, les présidents de conseils généraux y seront étroitement associés. Mesdames et messieurs, j'ai voulu essayer de répondre à la fois à votre attente plus globale et puis sur un certain nombre de dossiers. Depuis plusieurs mois, beaucoup a été dit sur les départements. Beaucoup de caricatures, beaucoup de raccourcis ont été faits. Mais le seul exposé des missions que je viens d'accomplir devant vous est, me semble-t-il, la meilleure démonstration de combien les départements sont importants pour nos concitoyens. La réforme territoriale, ce n'est pas un exercice dogmatique. C'est faire preuve d'intelligence collective au service de nos territoires et de l'intérêt général. Alors oui, les années à venir seront celles d'évolutions importantes, mais ces évolutions doivent se faire avec de la méthode et les principes. La méthode, c'est le dialogue, et ma porte vous est totalement ouverte. Les principes n'ont pas changé, vous les avez rappelés. Clarté, efficacité, proximité. Et j'espère, il faudra continuer, je n'en doute pas un seul instant, qu'il faudra poursuivre ce travail pour que clarté, efficacité, proximité soient vraiment dans les faits. Et encore une fois, l'État doit pleinement prendre sa propre charge avec sa propre réforme ou le transfert, je l'ai dit, de nouvelles compétences aux collectivités territoriales et être à l'écoute des collectivités territoriales, notamment sur la question de l'investissement. Et dans le cadre de la loi de finances, des progrès ont été effectués dans ce sens. Et j'aurai encore l'occasion d'y revenir au moment du Congrès des maires de France. Mais je sais que dans le triptyque clarté, efficacité, proximité, c'est ce mot qui est au cœur de votre mandat. Partout dans des départements, les habitants connaissent leurs élus. En tout cas, dans les départements ruraux, là où il y a cette proximité, mais aussi dans les départements urbains, contrairement à ce que j'entends. Dans ma ville, on connaît les conseillers généraux.
Ils les sollicitent pour leurs projets. Ils leur font confiance. Je le disais hier, le président Delevoye était présent au congrès, à l'anniversaire de la CFDT. Le congrès, c'est ici aujourd'hui. Combien il était dangereux que parfois la parole publique renforce la crise de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Bon, dans une démocratie ouverte, vivante, complexe, avec le numérique, les réseaux sociaux, la volonté de chaque individu d'être pleinement acteur de son destin, c'est plus difficile. Mais nous avons besoin de corps intermédiaires dans ce pays. Ceux qui ont mis en cause par le passé ou encore aujourd'hui les corps intermédiaires se trompent lourdement. Nous avons besoin de force syndicale, de force politique, parce que c'est ça la sève d'une démocratie. Nous avons besoin des associations, nous avons besoin d'écoute, nous avons besoin de débat, en même temps il faut décider. Et qui mieux que les élus de proximité peuvent accomplir cette mission? Moi je pense qu'il faut des réformes, mais mettre en cause le rôle et les missions des élus, c'est mettre en cause profondément la démocratie. Vous avez parlé de confiance. Et ce mot confiance, il doit être essentiel. Et moi, je vous fais confiance pour vous investir pleinement dans les chantiers qui nous attendent pour renforcer notre démocratie locale, c'est-à-dire renforcer notre République, renforcer notre pays. La France est un grand pays, très grand pays. Moi, je n'aime pas ce climat décliniste, ce climat rance, triste. La France est la 5e puissance économique du monde, la 2e d'Europe. Elle a des responsabilités par sa place que lui a donnée l'histoire, Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle agit pour la démocratie, pour lutter contre le terrorisme en Afrique ou en Irak. Elle a une grande langue, une belle langue, couronnée aujourd'hui par un prix Nobel. Elle a une culture que vous-même faites vivre dans les territoires, qu'on nous envie. C'est un pays magnifique, c'est le plus beau pays du monde. Mais elle doute d'elle-même en permanence. Ce n'est pas nouveau, c'est dans l'histoire. Et le pari qui doit être le nôtre, le défi, c'est celui du rassemblement, de la réforme, bien sûr. Elle est indispensable, parce que nous avons perdu du temps. Depuis 40 ans, nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous avons une puissance publique, elle est là, mais elle représente 57% de notre richesse nationale. Et pourtant, elle n'a pas l'efficacité et l'efficience que beaucoup de nos concitoyens attendent d'elle, cette efficacité. Donc il faut nous réformer. Mais nous avons besoin de beaucoup d'écoute, beaucoup de confiance. Et quand on veut réformer, il faut s'appuyer évidemment sur les élus. C'est le meilleur moyen de renforcer la France. C'est le meilleur moyen de promouvoir cette belle idée, unique, originale, la plus belle, la République. Et mesdames et messieurs les conseillers généraux, c'est ce message de confiance que je suis venu vous dire ici, et je ne doute pas que nous pourrons ensemble le construire. Merci.